Bonjour à tous, c'est le football à l'aveugle, extrêmement content de vous retrouver pour ce débrief à froid de la rencontre FC Barcelone-PSG. Bon, à froid dans les termes, non, pas du tout, je ne suis absolument pas à froid, je suis toujours très surexcité par cette rencontre, même après sa fin. Victoire du PSG, 4-1, qualification en demi-finale. Avant de démarrer le débrief complet, je souhaitais quand même dédier, ou plutôt opposer cette victoire à plusieurs choses. Déjà, je voudrais opposer cette victoire aux fouilles irrespectueuses dont ont été victimes certaines supportrices du Paris Saint-Germain. Et ça fait plusieurs fois que ça a lieu. Il y a eu à Lisbonne aussi, il y a eu au Havre, il y en a eu aussi à San Sebastián lors de 8e de finale contre la Real Sociedad. Donc, c'est à signaler tout de même. Donc, je dédie la victoire à tous ces stadiers qui se sont pris pour des cow-boys. Je dédie la victoire aussi à tous les supporters, certains supporters barcelonais à l'aller qui nous ont démontré à quel point ils sont stupides en faisant des saluts, vous savez très bien de quoi, dans les tribunes, des gestes racistes et tout. Et en parlant de racisme, troisième point, je dédie cette victoire à tous ceux qui se sont dit, tiens, allez, on va insulter Ousmane Dembélé, les insultes racistes dans les commentaires de la part de supporters qui ont été fans de Dembélé à l'époque où il était au Barça, c'est quand même pas très malin. Et quatrième point aussi, puisque j'avais zappé, je dédie bien sûr aussi cette victoire au bus du FC Barcelone qui a été caillassé par leurs propres supporters, parce que en plus de vouloir caillasser un bus, ce qui n'est pas une bonne idée en soi, ils ont caillassé leur propre bus, ils se sont trompés. Bravo les mecs, vraiment c'était la soirée. Bravo, magnifique spectacle. Et derrière, tu te prends 4 buts chez toi, à domicile, par l'un de tes anciens joueurs en plus de ça. Tu te prends un carton rouge pour l'un de tes joueurs, ton entraîneur et son adjoint sont expulsés. Je crois que c'est le préparateur physique qui a fini sur le banc. Non, superbe soirée, franchement superbe soirée. Moi je suis extrêmement ravi, mais alors vraiment ravi d'avoir gagné cette rencontre, de m'être qualifié en demi-finale. Et étant donné que ça fait un petit peu fermer certains clapets de supporters barcelonais, certains, je dis bien, il y en a d'autres que je respecte bien évidemment, mais il y en a certains, entre les insultes racistes, les saluts nazis et tout ça, va peut-être falloir arrêter un petit peu. Et d'ailleurs, pour revenir aussi sur l'affaire avec le collectif Ultra Paris, où certaines supportrices ont été maltraitées très simplement, agressées, voilà, tout simplement, utilisons les termes. Ils ont aussi refusé le mégaphone et le tambour, parce que c'est bien connu que les supporters jettent le tambour sur la pelouse, c'est bien connu, bien sûr. Et le mégaphone, il sert de fouet sur les joueurs barcelonais, bien sûr. Bah oui, il sert absolument pas à encourager ton équipe, bah oui, bien sûr. Mais on connaît. Enfin bref. Bon, quoi dire de cette rencontre? Victoire 4-1 du PSG, une entame compliquée, pas si compliquée que ça jusqu'au moment où tu prends le but, et après ça devient un petit peu plus difficile parce que t'es mené 4-2 en tout, en score cumulé, tu es mené 4-2, donc tout d'un coup ça devient beaucoup plus compliqué pour y croire. Malheureusement, les joueurs parisiens ont dû faire preuve d'une grande force mentale, donc je me réjouis d'heure en heure pour réussir à retourner la situation d'une telle manière et s'imposer en mettant carrément 4 buts. On aime bien mettre 4 buts au Barça. Et c'est même pas une stat pour me moquer d'eux. 4 buts en 2017, alors la suite on la connaît, mais les 4 buts sont là. 2021, 4 buts encore. Là, on leur met encore 4 buts. On aime bien leur mettre 4 buts au Barça. Je sais pas pourquoi 4 précisément, mais ça fait quand même 12 buts sur les 5 derniers matchs. Allez, du coup, sur les 6 derniers matchs disputés, aller-retour Barça-PSG, tu en as 3 matchs où on a mis 4 buts. 3 matchs où on a mis 4 buts. C'est quand même franchement pas mal. Ça fait 16 buts inscrits en tout en 6 matchs face au FC Barcelone. Après, le nombre de buts pris est pas mal aussi, donc on va pas trop fanfaronner. Mais quand même, c'est plutôt encourageant. Et ça montre bien que quand on veut, on peut. Moi, c'est surtout ça qui me fait plaisir. Et que ça se voit que quand on veut, on peut. Ousmane Dembélé sort un super match. Kylian Mbappé, alors il est passeur décisif du coup sur le premier but de Dembélé. J'ai trouvé un Mbappé plutôt bon. Il a eu du mal à se mettre en jambe, mais derrière il s'est offert un doublé, dont un but
dans le jeu et un but sur penalty. Donc franchement pour lui, mettre un but dans le jeu, c'est quand même très bien pour lui. Ça va lui faire regagner de la confiance pour la suite. Et c'est tout ce qu'on demande à l'approche d'une demi-finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Ensuite, c'est Vitinha qui marque le second but. Vitinha sur une passe D de Achraf Hakimi, il me semble. Donc super but de Vitinha. Et en fait, c'est pas Mbappé qui fait la passe D sur le premier but, c'est Bradley Barcola et on va en parler derrière. Vitinha, je ne veux plus jamais entendre de critiques sur Vitinha parce que, en fait, il y a un moment où, oui, des fois, Vitinha fait des mauvaises performances. Ça arrive de temps en temps. Mais on parle pas de joueurs FIFA, on parle d'êtres humains qui, parfois, bah oui, font de mauvais matchs. Et là, Vitinha, ça fait depuis le début de la saison. Moi, je trouve qu'il y a une progression extraordinaire par rapport à la saison dernière où on se disait Vitinha, c'est peut-être un peu mitigé, il faudrait le mettre sur le banc, voire le vendre. Et maintenant, pour moi, c'est devenu un joueur indispensable du milieu de terrain parisien. Et il y a un moment, je me disais, il faut qu'on mette Vitinha sur le banc et qu'on ait un milieu de terrain avec Zaïre Emery, plus 2 milieux de terrain, un défensif, j'aurais pensé à Bruno Guimaraes, et un offensif à la Bernardo Silva ou Xavi Simons. Ben maintenant, je me dis, Vitinha, même pas besoin de recruter un Bruno Guimaraes, tu mets Vitinha, Zaïre Emery et tu recrutes juste un autre pour aider Zaïre Emery comme Bernardo Silva, ou alors tu profites du retour de Xavi Simons. Enfin bref, tu as plein d'options, mais en vrai, les gars, est-ce que Vitinha ne se serait pas offert une place de titulaire cette saison au PSG, ce qui nous empêcherait d'avoir à recruter encore un autre joueur, un Bruno Guimaraes, qui son talent n'est pas à négliger à Paris. Mais je trouve que s'il y a moyen de ne pas dépenser 115 millions parce que tu as déjà un Vitinha qui te fait des bonnes performances et ça pourrait s'améliorer avec l'arrivée d'un nouveau milieu de terrain, pourquoi ne pas en profiter en vrai? Pourquoi ne pas en profiter? Peut-être recruter un remplaçant à Vitinha, mais le c'est que tu as déjà Manuel Ugarte qui pour moi est un remplaçant plutôt pas mal. Mais si tu veux, il y a Alan Varela qui peut être du FC Porto qui pourrait fonctionner. Alan Varela, il a besoin de temps de jeu vite fait. Peut-être que ça peut être un bon remplaçant et on pourrait assurer la rotation Vitinha-Varela, peut-être. Mais en tout cas, moi je serais largement pour regarder Vitinha titulaire. Ça commence à devenir l'un des joueurs clés de cette équipe. On va parler donc maintenant de Bradley Barcola. Passeur décisif sur le premier but, très actif sur le carton rouge de Ronald Araujo. Je crois que c'est lui qui vient aider Mbappé à provoquer le penalty sur le troisième. Il me semble bien que c'est une course de Barcola. Je suis pas sûr, peut-être pas. Mais en tout cas, Barcola a fait un match taille patron, très clairement. Un match taille patron. On a vu une équipe vraiment bonne du PSG, une équipe cohérente, une équipe mentalement très forte et c'est super à voir parce qu'on en avait marre de voir cette équipe s'effondrer tout le temps. Tu mènes 2-1, tu étais mené 1-0, tu arrives à inverser la tendance en 2 minutes chrono, montre en main et tu te fais encore remonter derrière. Ça devenait énervant à la fin et peut-être que ça arrivera encore. Hein. Attention, hein. Là c'est pas parce qu'on a gagné 4-1 contre le Barça qu'on a mis dehors tous nos problèmes passé, ça veut rien dire. On a bien réussi, on a montré qu'on avait de grandes qualités que beaucoup n'ont pas voulu reconnaître cette saison, notamment un éditorialiste chez RMC, mais on va pas en parler. Cette équipe du PSG, elle a montré qu'elle avait de grandes qualités, mais ça veut pas dire pour autant qu'elle pourra pas encore faire de bourde, parce que c'est ça un nouveau projet. Il y a des superbes grandes qualités, mais il y a encore des trucs à construire. Parce que c'est sur le long terme, tout simplement. C'est sur le long terme. Bradley Barcola en fait partie. Bradley Barcola, pour moi, a une place d'ailier gauche semi-titulaire. Ça se dit pas, mais pour moi, semi-titulaire, dans le sens où, est-ce que le mettre titulaire indiscutable et dire on compte sur toi, t'es le titulaire indiscutable, ça serait peut-être pas un peu trop de pression, tu vois? C'est ce que je me dis. Donc en vrai, pareil, je ne serais pas pour recruter un ailier gauche, mais je serais pour dire t'inquiète, t'es notre titulaire de base, Barcola, mais en cas de problème, il y a Xavi Simons qui peut assurer le coup, il y a Lee Kang-in aussi, bon c'est un peu moins 20, mais Xavi Simons il pourra assurer le coup. C'est pour ça que moi je suis pour l'arrivée de Silva et Simons. C'est pour ça que moi je préférerais Bernardo Silva et Xavi Simons. Bernardo Silva pourrait seconder Dembélé à droite parce qu'Asensio ne m'impressionne pas vraiment, ou il pourrait plus dans un rôle de milieu de terrain. Et côté gauche, on aurait Xavi Simons qui pourrait remplacer Bradley Barcola. C'est pour ça que moi je suis pas pour l'arrivée d'un Raphaël Leao. Bradley Barcola a déjà prouvé, et comme Yanis l'a dit, ça va couper sa progression de lui montrer qu'on compte pas sur lui et de le mettre sur le banc. Alors que là, dans un système de rotation où Barcola est le titulaire, mais où en cas de pépin, t'as Simons derrière, j'ai un moment, oui d'accord, avoir un super banc c'est bien, mais Raphaël Leao sur le banc, je n'y crois pas. Et Bradley Barcola sur le banc, ça va le freiner. Donc en vrai, autant mettre Barcola titulaire et laisser Simons en cas de problème
de base en milieu offensif, mais potentiellement ailier gauche si jamais il y a un problème avec Barcola. Moi, ça me paraît totalement judicieux de faire ça. Troisième but, donc le penalty, Kylian Mbappé qui le met. Et le quatrième but, Achraf Hakimi qui lance Kylian Mbappé en contre-attaque. La frappe derrière de Mbappé, repoussée par Ter Stegen, qui, malgré ce que j'ai entendu, pour moi, a fait un plutôt bon match. En vrai, je trouve que il a quand même su sortir pas mal de frappes cadrées. Est-ce qu'il est fautif sur les buts qu'il prend ? Je pense pas, surtout sur le quatrième. Et justement, on y vient, frappe de Mbappé repoussée. Derrière, c'est Asensio qui la prend, repoussée. Derrière, Mbappé la reprend. Vraiment, il a fait 2 doubles parades. Oui, il y a des gardiens qui arrivent à faire des triples parades, mais c'est vraiment sur des coups de chance ou du pur talent. Ter Stegen a du pur talent, mais après 3 buts pris dans une fin de soirée un peu rocambolesque, tu peux, voilà, c'est normal. Et puis au moment, bon, t'as fait double parade, t'es plus vraiment sur tes appuis, et ben tu perds, voilà, tu finis par le prendre, voilà, c'est comme ça. Ter Stegen, pour moi, n'a pas été mauvais non plus sur cette rencontre, et même au match aller, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça non plus. Voilà. Enfin, Gianluigi Donnarumma, c'est... Alors, Gigio Donnarumma, hier, n'était pas nul, il était pas rassurant, et c'est différent. Pas nul et pas rassurant, c'est différent. Dans le sens où, pas rassurant, ça veut dire que t'avais heureusement Marquinhos, Lucas Hernandez, enfin toute la défense, qui même des fois était absente, mais surtout Marquinhos qui parvenait à se dégager à temps. Mais ça veut pas dire pour autant que les dégagements de Gigio Donnarumma étaient pas un peu chelous sur les bords. Donc, va falloir travailler ça, et je sais, j'espère en tout cas, qu'il va continuer à travailler ça, parce que tout le monde a très rapidement oublié que pendant 4 mois, en Ligue 1, il a fait aucune boulette. Certains vont me dire, oui, mais c'est de la Ligue 1. Et je vous répondrai, c'est vrai, c'est de la Ligue 1. Mais s'il a fait aucune boulette en Ligue 1, c'est bien parce qu'il a quand même un peu travaillé les relances au pied. Ou parce qu'il a trouvé un autre moyen, tu vois. Donc, ce que je me dis, c'est que, je sais pas, parce que, oulala, il a joué contre Clermont, donc forcément, tout d'un coup, il se dit, tiens, je vais être meilleur en relance au pied contre le Barça. Non, je deviens nul en relance au pied, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que c'est la Ligue 1 que tout d'un coup il devient super fort. C'est bon, les mecs, c'est pas non plus, c'est pas le championnat des boulangers de Franche-Comté non plus. Calmez-vous. Donc il y a un moment, Donnarumma n'était pas rassurant hier, comme au match aller, mais je garde espoir en lui et j'ose espérer qu'il nous sortira une masterclass. Il faut pas oublier quand même que quand on mène 3-1, c'est lui et Marquinhos qui nous sauvent, hein, parce que il y a un moment, c'est Ferran Torres qui a un ballon juste devant, et c'est aussi Donnarumma qui la repousse. C'est Marquinhos derrière qui vient la dégager pour assurer le coup, pour être sûr, parce que Donnarumma a fait une sortie un peu mal maîtrisée, n'empêche qu'il la repousse aussi. Donnarumma, il a fait quand même quelques trucs. Donc en fait, le problème, c'est que vous comprenez pas que si vous êtes sans arrêt en train de cracher sur Gigio Donnarumma, après 3 mois où le mec, il a rien fait, ça y est, il fait 2 boulettes dans des matchs très importants, c'est sûr, mais quand même, ça va pas l'aider. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on dise, bon, là, t'as pas été bon, parce que c'est un constat, c'est pas forcément une critique, c'est un constat. Là, t'as pas été bon, mais au vu de ce que tu nous as sorti ces derniers mois, bah moi, je continue à croire en toi. Moi, c'est ce que je demande aux supporters parisiens. Je vous dis pas de faire genre qu'il a été incroyable et que c'est le meilleur gardien du monde. Je vous dis juste de lui dire, de croire en lui, en fait, de dire, t'as été nul, c'est un fait, t'as eu du mal, c'est un fait. Maintenant, vu ce que tu nous as sorti ces 3-4 derniers mois, bah, je continue à croire en toi. Et moi, c'est mon cas. Moi, je continue à croire en lui. Je me dis, franchement, ça va. Enfin, c'était pas non plus horrible à ce point-là. Sur le match aller, oui, d'accord. Sur le match aller, c'était pitoyable. Mais hier, sur le match retour, ça va. Franchement, ça va dans l'idée, ça va. Enfin bref, sinon, Marquinhos impérial. Marquinhos, match référence pour lui. Un vrai Parisien, dans l'âme. Son français, il est impeccable, c'est un truc de fou. Non, mais pour moi, c'est important, ça aussi. Pour moi, c'est très important, ça aussi. Lucas Hernandez a fait un meilleur match au retour qu'à l'aller, un petit peu comme tout le monde, hein, très clairement. Nuno Mendes, j'avais eu un petit peu de mal aujourd'hui avec lui, hier, sur la première demi-heure. Il se fait pas mal bouger par Lamine Yamal, mais derrière, ça a été beaucoup mieux pour Nuno Mendes. C'est lui qui nous sort pas mal de ballons en touche. Quand on est victime des assauts barcelonais, qu'on mène 3-1, là, c'est lui qui nous en sauve pas mal, Mendes. Donc, il a dû rester derrière et pas trop monter. Il aime bien monter, Mendes, mais il a quand même réussi à trouver des solutions avec Bradley Barcola pour faire avancer le jeu. Donc, Mendes, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça pas mal. Warren Zaïre-Emery a été très très bon sur la deuxième période. La première mi-temps un petit peu plus compliquée, mais bon, ça va. Franchement, faut pas oublier non plus qu'il a 18 ans, le gars.
Il y en a qui l'oublient un peu trop rapidement. Ça y est, il sort des superbes prestations. Du coup, ça y est, il a plus le droit d'en faire de mauvaises. C'est normal. Ça arrive les mauvais matchs. Et en plus de ça, c'est peut-être pas... Enfin, c'est plutôt qu'on l'a pas vu en vrai. C'est plus qu'on l'a pas vu plutôt qu'il a été mauvais. C'est plutôt qu'on l'a pas vu. C'est un peu différent. Un peu différent. Fabian Ruiz, match très bon, pas de déchets dans le jeu, il a beaucoup joué vers l'avant, il a beaucoup amené le danger, c'est lui qui fait la passe décisive sur le but à l'aller. C'est un moment, la confrontation aller-retour de Ruiz est pas mal. Alors l'aller, c'est un peu délicat. Le match aller de Ruiz est délicat, on est d'accord, mais le match retour, il est bon. Le match retour, il est bon et je pense que lui, comme Donnarumma, gagnera en confiance si on continue à relever ça. Ça embête un peu dans le sens où tu as l'impression que le mec, il fait 3 bons matchs et puis 3 mauvais matchs, puis 2 bons matchs, puis 3 mauvais matchs, puis un bon match, puis 2 mauvais matchs, puis 3 bons matchs. Enfin bref, il n'est pas régulier du tout. Mais il faut relever, on aime bien, supporters parisiens et même fans de football en général, relever quand nos joueurs ne sont pas bons. Eh ben relevons-le quand ça va. Relevons-le, oui, c'est ça, quand ça va. Faut qu'on le dise. Quand ça va, faut le dire aussi. Parce que faut pas oublier que les joueurs, ils voient. Les joueurs, ils voient ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux. Alors, peut-être pas les petits comptes à 100 abonnés comme le mien, ils voient pas. Mais les grands youtubeurs, les grands journalistes sportifs sur les grandes radios, ils voient. Moi, je suis désolé, je suis Fabian Ruiz. J'ai fait un match comme celui hier et j'entends, il a été nul. Bon, je me dis, c'est chiant. Mais même lui, il croit plus en lui derrière. Fabian Ruiz a fait un super match. Et franchement, l'idée de le vendre est de moins en moins présente dans mon esprit. On va être très clair. L'idée de vendre Ruiz est de moins en moins présente dans mon esprit. Carlos Soler, pour moi, oui, parce que Carlos Soler n'arrive pas à s'imposer malgré une saison actuelle un peu meilleure que celle de l'année dernière. C'est pas suffisant. Mais Ruiz, alors titulaire non. C'est pour ça aussi que je veux recruter un joueur comme Silva ou Simons. Mais ça reste plutôt bon. Ça reste franchement très très bon. Ruiz sur le banc, ça va. Fabian Ruiz sur le banc, ça va. Après, il ne faut pas oublier que quand même, il a sorti des très mauvais matchs aussi. Donc, il faudra voir dans la continuité. Si jamais il part, je ne serai pas ultra déçu. Parce que ça reste un joueur qui fait quand même pas mal de boulettes. Mais s'il reste, je ne serai pas non plus mécontent. Un mec comme lui sur le banc, franchement, ça va. Franchement, moi, ça me va. Et pour l'attaque Dembélé, Mbappé, Barcola, on en a bien sûr déjà parlé. Voilà. Bon, écoutez, c'est la fin de ce débrief à froid Barça PSG. J'espère que ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous samedi après-midi pour des lives Rodez-Auxerre en direct à partir de 14h30. Et à partir de 18h20, 18h30 ensuite, la rencontre de Ligue des Champions féminines, demi-finale aller de Ligue des Champions féminines entre Lyon et le PSG. J'ai hâte aussi de fou à ce match-là. J'espère qu'il sera diffusé pour qu'on puisse le suivre et gratuitement, je veux dire, sur YouTube là. Et sur ce, je vous dis à bientôt. C'était le football à l'aveugle. Salut à tous. On est en demi-finale.